Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette interview de la communauté Les entreprises s'engagent. Je le rappelle, même si je pense que ce n'est pas nécessaire, que vous êtes évidemment l'un des grands chefs étoilés français reconnus à travers le monde, et ce depuis de nombreuses années. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais bien. On va bien quand on a des projets. Donc comme j'ai des projets, je vais bien. On va en parler d'ailleurs des projets, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière, si vous êtes d'accord, sur quelques années en arrière, sur vos plus jeunes années, quand vous étiez adolescent. Est-ce que vous aviez déjà des projets? Est-ce que vous saviez à ce moment-là ce que vous vouliez faire? Je savais ce que je voulais faire et je savais ce que je ne voulais pas faire. Donc ce que je voulais faire, c'était sortir de mon extraction sociale. Je voulais vraiment, et je ne savais pas comment. Mais globalement, j'avais la chance d'avoir une famille modeste, certes, mais qui posait un certain nombre de valeurs et un cadre éducationnel assez, pas strict, mais rigoureux. Ne jamais chercher de bouc émissaire. Donc je savais que je voulais sortir vraiment de ce quartier, mais comment, je ne savais pas, et je savais qu'il allait falloir avoir un projet pour trouver une voie. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que ces années-là étaient difficiles? Ou finalement, avec le soutien de votre famille, tout a pu avancer comme vous le souhaitiez? L'adolescence a été difficile, la petite enfance, non, je suis dans un quartier merveilleux qui s'appelle Belleville-Ménilmontant, donc un quartier de la diversité, mais de la diversité qui s'entend, de la diversité qui se parle, de la diversité qui s'animent entre elles. Et la brutalité de quitter ces quartiers pour soi-disant des quartiers merveilleux, dit maintenant politique de la ville, eh bien, je me suis retrouvé dans une cité de 3000 logements, au plein milieu du Val-de-Marne, où il n'y avait rien autour. Et là, la préadolescence et l'adolescence est devenue beaucoup plus compliquée, où j'avais déjà ce sentiment de presque de déracinement et qu'on nous avait parqué là. Oui. Et d'une habitation à humanité modérée finalement. On n'avait rien, il y avait juste une maison des jeunes et de la culture qui s'appelait Malraux, dont on ne savait pas ce qu'on allait y faire, mis à part la table de ping-pong qui se trouvait là. Et tout autour, c'était des champs, il n'y avait rien. Donc, cité HLM de la ville de Paris, et on arrivait dans des banlieues finalement un peu pavillonnaires, Oui. où on n'avait pas forcément envie de nous voir arriver là. Et donc, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'errance qui aurait pu être, me faire tomber dans le désordre. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné la force d'aller dans plus d'ordre, de trouver une voie? Échec scolaire total au collège. Donc vraiment, je sors du collège dès la cinquième, hein, encore une cinquième aménagée. La grande chance, c'est de croiser la route du judo club de Champigny-sur-Marne et du ring montreuilois au niveau de la boxe et de trouver un cadre éducationnel globalement rigoureux, sportif, engageant et en même temps un peu fantasmé parce que dans le judo il y a le Japon, il y a des histoires de forces surmultipliées qu'on pourrait avoir en pratiquant une discipline martiale. Et bien au contraire, je vais trouver un cadre éducationnel où on va m'apprendre à faire pour apprendre. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va être tout au long de ma vie et encore aujourd'hui la mécanique qui me permet de dire, eh bien, observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Mais c'est ce cadre éducationnel du judo qui va m'apprendre ça avec évidemment un sensei, comme on dit, un professeur qui a appris un petit peu avant vous, qui est une force physique, mais en même temps qui a une certaine spiritualité laïque finalement dans ce qu'il enseigne, en nous parlant du salut du tatami, du salut entre nous, du respect de l'autre, et que finalement l'autre, notre partenaire, n'est pas un ennemi, mais est un combattant comme nous. Et en tant que jeune à ce moment-là, c'était pas compliqué pour vous d'aller justement dans cette rigueur, dans cette presque obéissance à ce sensei ou à ces règles qu'on vous donnait dans le judo? Ça n'a pas été dur parce qu'on l'avait fantasmé, on était quatre copains, quatre vrais copains, de faire du judo et de la boxe. C'était une façon aussi de nous protéger. On n'était pas forcément très bons hein, d'ailleurs. Mais ces quatre copains-là, bien finalement, on allait à l'entraînement ensemble. Et ce qui nous permettait de traverser la cité sans tomber dans des fois des formes d'agressivité,
de cage d'escalier en cage d'escalier. Donc on se levait tôt le matin, on allait au sport, on s'inventait un monde, on allait devenir tous des surhommes merveilleux, mais ce cadre éducationnel sport avait une attractivité pour nous parce que il semblait nous protéger pendant que nos parents étaient au travail finalement Oui. et mettaient beaucoup de temps à revenir dans la cité le soir et ils étaient exténués. Et nous, on était là toute la journée à traîner dans cette cité des Beaux-Lavés ou dans cette cité des Boulereaux. Et du coup, eh bien, on avait cette force, cet engagement d'aller au sport parce qu'on y allait à quatre. On était quatre copains vraiment très soudés. Vous les avez toujours autour de vous? Et hélas, ils nous ont quittés depuis Oh. un petit moment. Mais c'est ma grande tristesse parce que à un moment donné, quand j'ai commencé à partir, à m'éloigner de tout ça, eh bien, ils n'osaient plus me contacter. Et j'aurais aimé être là pour Regardez les... ça. Alors, il y en a un qui est venu me voir, hélas, quelques mois avant son départ, son grand départ. Mais on avait cette communauté, cette force Oui. d'engagement au niveau du sport qui faisait que bah, finalement on n'a pas dérivé. Et ce cadre éducationnel où on a découvert qu'on pouvait apprendre autrement, c'est-à-dire apprendre pour faire, c'est l'école, et tant mieux pour ceux qui y réussissent, et il n'y a pas à opposer ça, mais nous on n'y arrivait pas. Mais par contre, faire pour apprendre, alors là on y arrivait, on était capable de comprendre l'incompréhensible parce qu'on mettait en pratique les choses. Donc aujourd'hui, vous êtes un des membres engagés auprès de la communauté Les entreprises s'engagent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre motivation pour cet engagement? Elle est simple, c'est-à-dire que la motivation citoyenne qu'on peut avoir, c'est de se dire, il y a une vraie fracture sociale, elle est brutale, de plus en plus dure, et que si nous ne réparons pas cette fracture sociale, le risque est de s'entretuer. Donc aujourd'hui, et je suis convaincu que le monde associatif, le monde des entreprises peut avoir un regard quand elle s'engage et une voix pour l'épanouissement et faire les meilleurs voisins possibles finalement. Et qu'est-ce que c'est qu'un meilleur voisin possible? C'est quelqu'un qui a un projet. Et les entreprises sont capables de proposer des projets. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises se motivent en RSE et que ce n'est pas simplement de la RSE cosmétique. Dire, il faut le faire parce qu'on doit mettre des moteurs d'inclusion dans nos entreprises pour laisser le minimum de personnes sur le bas-côté. Et finalement, ça rappelle un petit peu votre enfance à Belleville dont vous parlez, ce que vous racontez, non? La fraternité, bien sûr. C'est ça. La fraternité du quartier, les grands-mères qui surveillaient les enfants qui allaient à l'école en laissant croire aux enfants qu'ils étaient libres d'aller à l'école seuls, mais en même temps, il y avait des regards, des yeux qui se posaient sur vous, un quartier qui finalement balisait et sécurisait à Belleville et Ménilmontant. Moi, je me souviens des communautés qui jouaient au domino ensemble. Personne ne s'opposait. C'était des religions différentes et pourtant, elles jouaient au domino ensemble dans les cafés de Belleville et de Ménilmontant. Est-ce que vous diriez, pour vos engagements, que vous les avez choisis ou qu'ils vous ont choisis? Alors, je crois que mes engagements m'ont choisi. Je ne veux pas dire que je suis un élu comme ça, mais, Non, mais je pense que c'est une réciprocité presque même, parce que, et je vais même vous donner un détail. 2004, 2006, 2004 j'ai été élu chef de l'année, 2006 j'ai été élu chef de l'année. Waouh, vous allez marcher sur l'eau, vous allez avoir plein d'étoiles et vous ne rêvez que de ça et que de réussite sociale et de faire le relief dans votre métier. Et puis finalement, je bénéficie d'une émission de télévision qui s'appelle Envoyé spécial et beaucoup de gens m'écrivent. Mais nous aussi le quartier, mais nous aussi l'échec scolaire, mais nous aussi différentes problématiques liées à nos quartiers. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les miens finalement, ceux qui ont vécu ou qui vivent les mêmes choses que moi? Je ne savais pas quoi faire. J'ai rencontré Julien Lauprette au Secours Populaire et puis j'ai rencontré Véronique Colucci. Et Véronique Colucci me dit, viens au Resto du Cœur. Je vais au Resto du Cœur, j'essaye de tambouiller quelque chose, des ateliers, ça. On fait un livre ensemble. Je me souviens avec Véronique Colucci, on fait un livre de cuisine et puis je m'aperçois que les gens ont des talents, vraiment des talents. Et je leur dis, mais je dis à Véronique, et si on leur proposait un projet métier? Et elle me dit quelque chose de très juste, on n'est pas là pour mettre des gens en conformité non plus. Et je dis, mais tu as raison, mais moi juste leur proposer un projet qui les rendrait heureux. On fait un atelier cuisine, qu'on associe à un atelier d'alphabétisation, ça devient très ludique, et on crée avec Véronique Carillon et Philippe Carillon
cuisine mode d'emploi. Et on ramène des personnes dans l'idée d'un projet. C'est ça. Pas Très dans l'idée important, d'un le emploi. projet, c'est ce que vous disiez. Mais c'est l'essentiel, c'est ce qui vous permet, comme disait le général de Gaulle dans le fil de l'épée, de regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Ça vous remet en verticalité. Et c'est ça qui me passionne encore aujourd'hui, de dire, ben, on s'est choisi finalement dans l'engagement. Quel engagement je peux faire? Ben, modestement et humblement, je dis, le plus bel engagement, c'est de faire le meilleur voisin possible. Mon grand-père disait toujours, l'escalier social, c'est un ouvrier qui peut devenir ouvrier qualifié et un ouvrier qualifié qui devient cadre ou son propre patron, donc entrepreneur. Et je trouve que cette métaphore de l'escalier, où il y a cette notion du goût de l'effort, mais on ira vers le goût de l'effort que s'il y a un projet. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, de redonner le sens du projet. Et donc, justement, Cuisine Mode d'Emploi, donc, qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui vraiment aide à la réinsertion de beaucoup de jeunes et peut-être de moins jeunes hein, d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la recette pour que ça marche? Alors, la recette, que ce soit pour Cuisine Mode d'Emploi, Boulangerie Mode d'Emploi, Passeport pour l'emploi, Média Social Factory, la recette, elle est simple. Elle tient en 3 lettres. Rigueur, engagement, régularité. On dit aux personnes, écoutez, on va se mettre d'accord, la formation est gratuite, mais rien n'est gratuit sur cette planète. Donc, rigueur, il ne faut pas avoir peur des mots. Et en France, on nous a appris à avoir peur des mots. Rigueur, c'est ton projet, c'est ta verticalité, c'est ta vision de ce que tu vas faire, de ce qu'on va te proposer. Donc, tu veux faire de la cuisine, tu veux faire de la boulangerie, tu veux faire de l'image, tu veux faire du sport, voilà ce qu'on te propose. Mais par contre, il faut aller vers l'engagement. L'engagement, c'est lâcher la main du passé, quand le passé était un peu compliqué, et là, on peut t'aider. Et régularité, on va se dire que pendant 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Et on ne parle pas de mois, on parle de semaines. Et on dit qu'avec ce RER, tu te remets en verticalité dans ton projet. Et les personnes comprennent ça très très facilement. Et finalement, elles s'aperçoivent qu'au bout de 12 semaines, elles ont pris une force incroyable de se dire j'ai retrouvé l'énergie de mon projet. Oui, c'est ça. Et je ne laisserai plus qui que ce soit me proposer un emploi par défaut. Je veux un emploi qui me ramène, qui soit en corrélation avec mon projet. Et la recette, elle est là, pas plus. Ça rejoint aussi vos connaissances en arts martiaux, parce que je pense que trouver un projet, c'est aller chercher aussi à l'intérieur de soi ce qui est le plus cohérent avec vous. Et simplement d'aller chercher de rester vertical, de ne pas se coucher pour rien. Vous savez, un boxeur, un judoka, karatéka, peu importe quelle discipline martiale vous pratiquez, il faut rester vertical. Et surtout pas vous coucher pour rien. Si vous êtes touché, c'est pas grave. Donc vous n'êtes pas mort, ça va revenir. Mais à un moment donné, il faut donner cette capacité à regarder encore une fois au-dessus de la ligne d'horizon. Et ça permet aux personnes de se dire, mais finalement, je ne suis pas si mal que ça. Oui. Je n'ai pas à me laisser assigner à mon extraction sociale. Ce qui est génial. C'est génial de le dire, c'est important de le dire et c'est possible. Bien sûr. D'ailleurs, dans vos engagements auprès de la communauté Les Entreprises s'engagent, vous êtes vous-même mentor. Oui. Et racontez-nous ce mentorat. Le mentorat, j'en ai bénéficié. Donc là, vous vous sentez aussi redevable. Moi, si je ne croise pas la route de Claude Deligne, je ne fais pas chef de cuisine étoilé, ni la route de Joël Robuchon. Je ne fais pas, ni celle de Bernard Loiseau. On a fêté son anniversaire de sa mort il y a de ses 20 ans passés déjà. Et si je ne croise pas ces personnalités solaires qui me disent mais si tu peux, mais enfin il faut peut-être te lever quand même pour le faire et t'engager. Et ils étaient déjà dans le RER alors eux. Ils étaient déjà dans le RER, mais dans le pratico-pratique du RER. Le faire pour apprendre. Dans le faire pour apprendre, ben, oui, tu t'y colles et ça va avancer. Donc j'ai bénéficié de ces mentors. Donc aujourd'hui, quand je suis mentor, c'est pas pour mettre quelqu'un en conformité, c'est pour lui transmettre ma passion, la passion d'un métier, qu'il fera peut-être avec ses atouts à lui. Mais je dois lui donner les bases de ça. Et la base, encore une fois, elle est de rester droit, de croire en son projet et d'avancer. Et c'est un peu la stratégie de la libellule d'ailleurs, parce qu'on va à droite, on va à gauche, on monte, on descend. Excellent livre de Thierry Marx. Quand on m'expliquait que les libellules ne reculaient pas, juste au moment de mourir ou se reproduire, je dis voilà un modèle, une métaphore qui peut fonctionner. Donc voilà. Et le mentorat, c'est ça. C'est pas de chercher à mettre des gens en conformité. C'est-à-dire, tu peux, c'est quoi le projet? Et quand les gens vous racontent leur projet, ils ne vous racontent pas un diplôme. Dans un diplôme, il n'y a pas d'employabilité, forcément. Il faut que ce diplôme soit
soit lié à un projet. Et quand on ramène les personnes, quand on est mentor, et aujourd'hui c'est mon rôle d'être mentor, j'ai ok, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'aimerais bien passer mon CAP de boulanger. Non, non, mais ça c'est un papier qu'on peut mettre sur un mur. Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu veux faire de la cuisine? Ah, mais un jour je serai chef connu, peut-être que j'aurai mon restaurant, peut-être que je serai comme Cyril Lignac ou tel grand chef. Ça s'appelle un projet. Donc, on fait un projet, on le projette très loin, et puis on met les étapes pour réussir ce projet. Et je dois dire, vous remarquerez une chose, c'est que quand vous apercevez que vous avez touché du doigt ce que vous vouliez faire, vous dites, non, mais j'ai eu de la chance. Non, non, non. Tu t'es engagé, tu es resté droit, et tu as avancé sur la route de ton projet. Mais est-ce que quand on s'engage et qu'on a ce projet, effectivement, est-ce qu'on n'a pas de la chance aussi? Est-ce que la chance ne vient pas dans ces moments-là? La chance se provoque tout le temps. On m'interrogeait un jour sur la chance. C'est quoi la chance pour vous? Est-ce que la chance, ce serait de gagner à la loterie? Non, ça c'est un divertissement. Et effectivement, dans ce divertissement, on pourrait avoir peut-être un jour sur 1 milliard de possibilités, une chance de gagner le gros lot. Mais la chance, c'est pas ça. C'est un travail de bâtisseur. Vous bâtissez votre chance. Et bien souvent, quand j'explique à des jeunes gens que qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être avocat ou avocate. On va le marquer sur le mur et on va se mettre à 25 mètres. Et tu vas y mettre tellement de conviction que la balle de tennis que je suis en train de donner, tu vas voir, elle va toucher le cœur de la cible où tu as marqué avocat. Mais ça ne marche pas. La balle n'atteint pas sa cible. Alors je dis, bah, avance-toi d'un pas. Et là, on tire un trait. Et puis avance-toi encore d'un pas. Et puis à un moment, on touche la cible. Et je dis, vas-y, retourne-toi un petit peu. Voilà les étapes. Passer son baccalauréat, se remettre à étudier. Ah oui, voilà, c'est balisé. Le chemin. Parce que la vie, elle est ainsi faite qu'elle est entre l'ordre et le désordre. Voilà, alors de temps en temps, vous mettez un peu le pied dans trop d'ordre et vous vous sclérosez un peu. Pas grave, faut te remettre sur l'axe. Et puis des fois, vous mettez un peu le pied dans le désordre. Bah oui, c'est pas très grave si vous savez. Est-ce qu'ils vont mettre sur l'axe? C'est votre projet. C'est ça qui vous remet dans l'idée d'avancer. Et ces mécanismes-là sont assez simples et assez faciles à expliquer, comme je le fais de façon très dans la narration, où je peux dire, on va le faire physiquement. Lâcher la main du passé, est-ce que je peux courir avec 2 packs d'eau au bout des mains? Ah non, ça va être compliqué, je vais mettre plus de temps que les autres, je vais m'épuiser. Bon, on va peut-être lâcher, on n'a pas besoin tout de suite de ce pack d'eau. Et on avance comme ça, on se libère comme ça, et on s'aperçoit que finalement, la trajectoire s'accélère, s'avance, et que tout ça, rien ne peut nous détourner de notre propre projet. Et surtout pas une autorité qui serait potentiellement supérieure. Alors d'habitude, dans cette interview, j'aime bien aussi demander aux leaders qui sont là si ils ont connu des échecs. Mais quand je vous entends, finalement, on a l'impression que la notion d'échec n'existe pas, puisque c'est le désordre et que c'est un équilibre à trouver. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez connu des échecs? Ah ben oui. Et est-ce que ça a été plus d'ailleurs des leçons pour vous en termes de pratique et d'expérience? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je peux vous parler de l'échec très facilement, parce que c'est peut-être ce que j'ai eu le plus souvent, des échecs. On l'oublie, hein, quand vous parlez à un grand sportif, des fois, il vous dit, mais avant d'avoir des médailles, j'ai eu beaucoup d'échecs. Un entrepreneur, c'est la même chose. Il a beaucoup d'échecs. Alors, encore une fois, est-ce que je me laisse assigner à l'échec ou est-ce que je fais l'analyse causale de l'échec? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'écris, on l'analyse, on voit que dans cette analyse, on peut trouver quelques solutions, et dans ces solutions, on peut avoir des opportunités. C'est ça. Si vous faites une dramaturgie de l'échec en disant « j'ai pas eu de chance, c'est parce que je viens de là, c'est parce qu'on ne me fait pas confiance, c'est parce que ceci », et que vous cherchiez un bouc émissaire que vous pourriez responsabiliser à votre place dans l'échec, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut dire « échec est une opportunité », comme disaient les Chinois. Donc je fais l'analyse de l'échec, je regarde dans cet échec ce qui a fonctionné et pas fonctionné, il y a quand même des choses dans un échec qui ont fonctionné, et je vais prendre ce qui a fonctionné pour améliorer ma capacité à entreprendre. Mais c'est des mécaniques qui vous paraissent simples. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que vous doutez de vous? Oui. Est-ce que ça vous met dans l'anxiété? Oui. Qu'est-ce qui vous fera vous relever le matin? C'est de dire, je vais passer au travers de ça. De toute façon, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Mon grand-père m'a appris ça très jeune. Et c'était dur d'entendre ça quand on était enfant. Il disait,
Mon grand-père avait été blessé sur la Somme en 14, enfin en 17, et il disait quand je ramenais des mauvaises notes, que je m'étais fait disputer à l'école, il me disait oh non, mais c'est pas grave, dis donc, il n'y a que la mort qui est irréversible. Donc Après, on pense croire toujours et oui, au champ des possibles et construire. Bien sûr, et puis analyser sainement l'échec. D'accord. Et pas simplement laisser l'analyse aux autres. D'ailleurs, vous dites dans la stratégie de la libellule qu'il n'y a pas d'obstacle en fait, qu'il faut, il faut voir cela comme des faits. Bien sûr. Dur avec les faits, bienveillant avec les gens. D'ailleurs, ce qui va vous donner du courage dans la vie, c'est probablement votre générosité. C'est la générosité qui vous donne du courage. Regardez un soldat. Un soldat, il donne sa vie pour quasiment pas d'argent. Juste parce qu'il croit dans des valeurs républicaines, dans des valeurs du courage, dans les valeurs de l'honneur, du sens de la loyauté. Donc il s'engage et il donne sa vie quasiment pour rien. On pourrait prendre un policier, on pourrait prendre une infirmière, on pourrait prendre un médecin, plein de gens comme ça qui s'engagent. Et c'est des modèles. C'est des modèles qu'il faut garder. Et justement, puisque ici c'est la place des leaders engagés, est-ce que vous pensez que pour vous il y a une valeur commune aux leaders engagés, à l'engagement, aux personnes engagées? Ouais. La générosité. C'est ça, c'est toujours. C'est la générosité qui vous donnera du courage. Pourquoi? Parce que si vous voulez réussir tout seul, pour vous uniquement, ça ne marchera pas. Si vous voulez réussir pour être célèbre, uniquement pour vous, et que ce soit que vous qui soyez, ça ne marchera pas. Vous réussissez toujours parce que vous vous engagez pour les autres. Quand vous créez une entreprise, vous créez un service, un nom et un service. C'est ce qu'il faut vous dire. Et à quelle personne s'adresse ce service que l'entreprise peut proposer? Plomberie, boulangerie, pâtisserie, cuisine, peu importe. Mais vous proposez un service qui va rendre des gens heureux. Point. C'est le modèle. Vous prenez le modèle de Bill Gates, il ne décide pas de fabriquer plus d'ordinateurs que tout le monde. Il dit, je veux que tout le monde ait un ordinateur, moi je vais faire des logiciels. Pour les autres. Et on pourrait prendre tous les mots des grands leaders, ils se sont engagés pour les autres. Ils ont réussi pour les autres. Pas simplement parce qu'ils voulaient devenir célèbres. Et c'est ces mécanismes-là qu'il faut comprendre et qui, des fois, il faut ramener aussi, quand vous réussissez, des fois dans le monde de l'entreprise, de ne pas vous retrouver hors sol. Et de dire, je réussis parce qu'il y a une force de propulsion qui est des fois la masse qui travaille dans la base de mes entreprises et qui est capable. Et donc cette masse, il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'elle monte elle aussi en compétences et qu'elle ait le projet de réussir. Enfin, dans la réussite, je ne parle pas de réussite économique, je parle d'épanouissement. Vous ne pouvez être l'homme le plus riche ou la femme la plus riche du monde, si vous n'êtes pas heureux et épanoui, ça ne vous servira à rien. Or il faut vraiment que dans ces entreprises, qui s'engagent, il y a une spirale dynamique de dire tout le monde doit avoir sa montée en compétences. Seule question que j'ai deux questions quand je recrute quelqu'un, et notamment quand je suis mentor. Un, pourquoi tu veux que je sois ton mentor? Alors j'ai une réponse des fois assez Wikipédia, hein, je vous l'accorde, parce que vous avez été chef ceci, parce que vous êtes... Peu importe. Vous voyez où dans 2 ans? Ça, c'est intéressant. Et vous voyez où dans 2 ans? Mais moi, à développer les entreprises que je suis en train de développer aujourd'hui, qui s'appellent Honor, Honor la Terre, Honor les hommes, dans l'univers du luxe, pour ramener l'idée que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Et que si vous voulez venir dans l'univers du luxe, eh bien vous pouvez le faire au travers d'une entreprise qui s'appelle Honor, O-N-O-R. Du luxe dans tous les domaines? Non, pas de tous les domaines. Moi, dans le domaine dans lequel j'ai un petit peu de compétences à 63 ans, qui est la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie. Justement, et cet art culinaire qui fait vraiment la réputation de la France partout dans le monde, c'est de la générosité justement, ça aussi, c'est ce partage. Uniquement. Un jour, j'ai pu bénéficier de ce que vous disiez autour des cuisines, des différentes cultures et de leur importance aussi. Ça me rappelle aussi cette inclusion dont vous parliez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Il n'y a pas de cuisine sans diversité. Il faut pouvoir donner du relief à un plat. Un plat, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Voyez? Et quand vous avez été bercé, comme moi, dans un quartier de la diversité, hein, il devait y avoir à l'époque au moins 45 nationalités différentes dans ces quartiers, bien, effectivement, on apprend des uns des autres, des odeurs, des arômes, des saveurs, etc., etc. Finalement, ma cuisine ressemble des fois plus à Belleville-Ménilmontant qu'à la Pointe Bretagne ou qu'au centre de la France. Mais j'ai fait de ça un atout. Et de dire, voilà, ma cuisine, elle a du relief parce qu'elle se partage comme ça. Mais l'importance de la diversité, c'est vraiment une grande chance. Ce n'est pas une
une opposition qu'on doit combattre. Au contraire, il faut nourrir cette diversité bienveillante qui fait qu'on peut s'épanouir ensemble. Et construire de façon plus riche son projet. Mais bien sûr, toutes les cultures sont intéressantes. Il faut prendre le temps de s'écouter, de se parler et de ne pas s'imposer des choses. Mais de dire, moi j'ai des souvenirs de la rue de Belleville à Ménilmontant où j'ai vu toutes les communautés arriver, que ce soit des communautés séfarades, ashkénazes, polonaises, italiens. J'ai vu arriver les pays du Maghreb à une époque dans les années 70. Et ensuite, on a vu arriver l'Afrique subsaharienne sur la porte de Montreuil. Et puis après, toute la communauté sud-est asiatique et ensuite la communauté chinoise. Et toutes ces communautés qui viennent effectivement avec leur culture, qui Bien est sûr. une identité. Et du coup, tout ce mélange fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Exactement. Et puis encore, ce mélange qui des fois dit, non, non, on respectera ce qui a fait l'attractivité de la France, le pacte républicain. Mais ce pacte républicain n'impose pas de rejeter, au contraire, c'est de s'intégrer. Et je trouve qu'il n'y a pas une plus belle intégration que d'avoir un projet d'entreprise. C'est vrai, très juste. Et qui d'ailleurs après fait travailler d'autres et comme vous disiez, tourner vers ce que je peux faire aussi pour les autres. Parce qu'il y a un partage de la valeur qui est fort et sur lequel on doit accélérer sur le partage de la valeur sur cette planète. Exactement. Et justement, l'une des devises des entreprises s'engage et demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est des mots qu'on a souvent évoqués avec Jean-Marc Borrello du groupe SOS. Pour moi, aujourd'hui, une entreprise qui ne considérerait pas l'impact social et l'impact environnemental n'existera pas. L'entreprise qui sera que dans la spéculation s'expose à des risques forts. D'ailleurs, le monde de l'entreprise l'a compris dans le monde entier, globalement. C'est-à-dire qu'il y a encore un retard, y compris chez nous d'ailleurs. On voit des gens qui sont uniquement dans la spéculation, mais vous ne pouvez pas être le plus riche du monde aux îles Caïmans, il n'y aura pas assez de place d'ailleurs. Et puis, personne n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard, ça ne sert à rien. Oui, L'accumulation de valeurs numéraires ne sert absolument à rien. Donc, vous n'aurez pas 5000 costumes que vous pouvez porter en une année. Donc, ça ne sert à rien. 10 voitures, ça ne vous sert à rien. Donc, l'impact social et l'impact environnemental et le partage de la valeur, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on doit transmettre nos entreprises, il faut anticiper beaucoup et de dire, oui, ça y est, il faut que je me prépare, il faut que j'ai des actionnaires qui soient capables de me survivre et puis de continuer à penser comme moi que le partage de la valeur doit avoir un impact social et un impact environnemental. Sinon, on s'entretue. C'est-à-dire que cette fracture sociale devient tellement dure, c'est ce que vous disiez au début. Ouais. mais d'une brutalité absolue, qui est bien plus dure que ce que j'ai connu sur mes jeunes années. Eh bien, le risque, il est que cet appauvrissement de la société d'un côté fasse que des personnes suivent le premier gourou qui passe, qui va leur raconter que c'est de la faute des autres. Exactement. Mais c'est pas ça un pays, c'est pas ça une république. C'est jamais de la faute des autres. La stratégie du bouc émissaire, c'est bien pour essayer d'être élu, mais on sait très bien que dans le mode opérationnel d'une société, ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, de ce que j'entends, c'est que ça, c'est le projet commun, global, qu'on est en train de prendre tous ensemble et qu'il va falloir mettre des étapes pour y arriver ensemble au vu de ce que vous nous avez dit. Et on va beaucoup se tromper. Et on a le droit de se tromper. Et on va beaucoup se a le tromper. droit de faire comme la libellule, ne pas s'arrêter, continuer d'avancer. Quand on fait une entreprise s'engage, dans nos engagements, par moments, nous nous trompons. Trompons de cible, de responsabilité de ressources humaines. Il faut s'adapter au niveau de nos ressources humaines. Apprendre à avoir des managements beaucoup plus inclusifs. Donc, préparer nos cadres et nos ouvriers spécialisés à avoir des managements beaucoup plus inclusifs pour reconnaître des fois des personnes qui ne viennent pas de la même école qu'eux ou du même parcours professionnel qu'eux. Cette ouverture d'esprit. Je finis toujours cette série d'interviews avec des questions qui me viennent de 20 Questions to the World pour vous connaître un tout petit peu différemment. Je voudrais vous demander si vous pouviez prendre un café ou un bon repas, dans votre cas, avec n'importe qui, vivant ou mort, aujourd'hui, là, tout de suite, si la personne pouvait apparaître, ce serait qui? Bernard Clavel, parce que j'ai connu Bernard Clavel. J'ai aimé la littérature de Bernard Clavel, pas uniquement son Brigoncourt, mais Arikana, enfin tout ce qu'il a fait, La Maison des Autres. Et j'avais passé un long moment avec Bernard Clavel. Et puis j'adorerais reprendre, et très souvent, parce que je l'aime beaucoup et je le connais un petit peu, avec Edgar Morin. C'est une lumière, et parce que dans Edgar Morin, on peut tout lire d'Edgar Morin, mais la voix reste quand même pour moi
ce symbole de la verticalité, de l'engagement. Et voilà, comme ça, à la volée, comme ça, je peux dire ça. D'ailleurs, il y a une correspondance entre eux deux. Sérieuse, hein, il y a des lettres qui étaient envoyées entre Edgar Morin et Bernard Clavel. Bernard Clavel était un monsieur assez statutaire, comme ça, très longiligne, une force de la nature. Et on avait ce sentiment quand on le rencontrait qu'il était capable de comprendre les gens qui ont fait pour apprendre. Pas l'intellectuel qui a tout réussi d'un point de vue universitaire et qui se dit bon, ben, moi je sais et les autres apprennent lentement. Non, non, lui il avait ce respect, d'ailleurs comme Edgar Morin, ce respect des gens qui font pour apprendre. Et je me souviens qu'à l'anniversaire d'Edgar Morin, on m'avait proposé de prendre la parole, enfin lui il m'avait proposé de parler avec son épouse. Et on était à l'Élysée et plein de gens on disait bah non mais pas Thierry Marx, c'est celui qui disent. Donc c'était bête. Il m'a écrit après, il m'a appelé, il m'a dit je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pris la parole, tu n'as pas osé. Je dis non mais on ne me l'a pas donné parce que voilà, on pensait qu'il n'y avait que des intellectuels de service qui pouvaient, or qu'Edgar Morin est tout sauf ça, quoi. Donc prendre un café avec Edgar Morin, Bernard Clavel est là s'il nous a quittés, mais c'est des gens avec qui j'aime toujours partager un moment. Où j'aimerais toujours partager un moment de vie. Génial. Et vous, si vous deviez poser une question au monde entier, elle serait quoi? Si je devais poser une question au monde entier, ce serait prends conscience de l'impact social et de l'impact environnemental, c'est pas dissociable. Si on veut vivre heureux et unis sur cette planète et de la protéger au mieux, on a d'énormes chantiers à amener. Donc, il faut croire en l'impact social et l'impact environnemental. C'est le seul moyen de faire les meilleurs voisins possibles. Alors ma question est est-ce que vous pouvez comprendre ce que c'est que l'impact social et l'impact environnemental? Bien, c'est entendu. Merci beaucoup Thierry Marx. Merci. À bientôt. Merci de votre invitation. Merci.